Anas Chakri, bonjour. Salut Augustin. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va nickel. Top, Ça la va. forme. Et toi? La forme est bonne, t'as un grand sourire, en plus t'es ensoleillé, t'es bien bronzé, ça fait plaisir. Ouais, toujours. Je suis né comme ça. Bon, je suis trop content d'être avec toi aujourd'hui. Nous, ça fait un petit moment ça fait un petit moment qu'on suit. On s'est même lancé tous les deux. On s'était fait un petit call au moment où on s'est lancé sur LinkedIn pour la petite histoire, pour le storytelling. Donc, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. On est sur les mêmes sujets tous les deux. J'adore tes posts, j'adore l'axe que tu prends et surtout la manière dont tu fais de la prospection. On pourrait y revenir. Mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à moi et aux auditeurs justement sur qui est Anas Chakri aujourd'hui? Ok. Bah écoute, merci Augustin. Ouais, c'est vrai qu'on se connaît depuis le début de nos activités. Et là, on se retrouve, donc ça fait extrêmement plaisir. Ouais, pour la petite histoire, moi, j'ai toujours été commercial, business développeur, business manager. J'ai été business développeur dans des grands groupes, Dalkia, groupe EDF. Et pour le Mhm, coup, j'étais commercial itinérant. Donc ça veut dire que je faisais du cold calling, mais je faisais également de la prospection de terrain. Et c'est assez mhm. formateur, ça, en tout cas pour la première expérience. Et ensuite, je suis allé dans une autre entreprise qui est plutôt un cabinet de conseil en management, donc en RH et en finance. Et là, on s'adressait vraiment à des C-level, type DRH, DAF. Et voilà, c'était un cabinet qui n'avait pas la culture de faire appel à des commerciaux. C'était globalement les directeurs, les associés qui faisaient le business. Donc, pas forcément de process en prospection. Et mon taf, c'était ça, c'était d'apporter du new business et donc d'apporter vraiment une réelle stratégie de prospection pour le cabinet. Mhm. Et j'ai adoré. Alors, je fais une parenthèse, Ouais, pour ceux qui nous écoutent. Du coup, C-level, quand on parle de C-level, c'est souvent les ouais. décisionnaires, parce qu'en fait, on est sur des CTO, CFO, CMO, et c'est pour ça, comme à chaque fois, la lettre qui revient, c'est le C pour Chief. C'est pour ça que du coup, Anas dit C-level pour les décisionnaires. On est sur les cibles entre guillemets les plus compliquées, parce qu'en fait, on est sur des décisionnaires qui sont sursollicités, forcément. Ouais, c'est clair. J'ai très bonne comment dire, explication. Et donc, ouais, c'était des C-level, c'était plutôt des DRH, des DAF. Donc, DAF, directeur Mhm, financier. Et bah là, ouais, l'idée, c'était vraiment d'apporter une réelle stratégie de prospection pour acquérir du new business. Du new business, donc des nouveaux clients. Et donc, j'ai adoré le conseil, le métier du conseil, mais deux, j'ai aussi adoré le fait de pouvoir prospecter et de rapporter des clients. Donc, le métier de bizdev, finalement. mhm, J'ai mhm. managé aussi deux business développeurs à la prise de rendez-vous. Et en fait, D'accord. il y avait une réelle frustration à partir du moment où on a voulu industrialiser un peu la prospection. On se rendait compte qu'en fait, il y avait Ok. une partie de notre prospection qui nous prenait énormément de temps, et c'était la partie ciblage et base de données, constitution de la base de données. Et à partir de là, en fait, moi j'ai rencontré un gars qui s'appelle Sylvain, qui bossait à la Rocket School d'ailleurs, et on s'est Ok. associés et on a créé Lead Panda. Et justement, Lead Panda aujourd'hui, en fait, ça permet de cibler des prospects qui sont à forte valeur ajoutée, basés sur l'activité de nos clients, et derrière, de pouvoir constituer une réelle base de données enrichie des coordonnées directes des interlocuteurs, et ensuite de faire de la Mhm. prospection et de la prise de rendez-vous qualifiée. Voilà, globalement, désolé, ça a duré un peu longtemps, mais c'est un peu ça. Ouais. Non, non, bah c'est important de faire un petit coup d'œil dans le rétro pour voir où t'en es aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, Lead Panda, vous êtes spécialisé du coup sur la création de bases de données, l'enrichissement du coup pour les cabinets de conseil ou même en règle générale pour d'autres clients aussi. Ouais. Non, sur la partie ciblage et base de données, ça s'adapte à tout type de client. Ok. Donc, Mhm, on a bossé avec des cabinets de conseil, mais pas que. On a bossé avec, là en ce moment, on bosse avec l'Express. Donc, voilà, une société dans l'édition de journal. On a bossé avec des mhm. industries. Voilà, on bosse avec tout type de clients sur vraiment l'identification des bonnes cibles et la constitution de bases de données. Mais derrière, par contre, sur la partie vraiment cold calling, donc prise de rendez-vous, on se concentre pour l'instant sur les cabinets de conseil. Pour l'instant. D'accord. Ok. Alors moi, pourquoi j'adore ton passage, j'adore le fait que tu es venu nous en dire un petit peu plus sur l'épisode, c'est parce qu'on se rejoint tous les deux sur la notion de la stratégie, la partie stratégique en fait justement quand tu lances ta prospection, donc la définition de la cible, la création de la base de données, etc. En fait, pour tous les deux, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est l'une des parties les plus importantes parce qu'en fait automatiquement elle vient impacter ton opérationnel, tes sessions de call call.
Toi, Mmh. justement, la première étape, justement, quand tu vas lancer ta prospection, tu parles de ciblage. C'est quoi un petit peu tes méthodes, c'est quoi un petit peu tes conseils pour t'assurer en fait que tu fais justement le bon match entre ta cible et la proposition de valeur que tu viens apporter? Ultra intéressant. Je pense qu'il y a 2 scénarios. Le premier scénario, c'est, j'ai déjà des clients et je veux aller, identifier ma cible. Et bah là, c'est Mhm. de se poser des questions. Et le deuxième scénario, j'en parlerai juste après, c'est j'ai pas forcément de clients aujourd'hui, je lance mon projet et je veux savoir quelle est ma cible. Donc voilà, tu as vraiment deux axes, deux scénarios où pour le coup on va les accompagner, mais sous une logique différente. Le premier Mhm, bien sûr. scénario, c'est en gros, bah voilà, j'ai déjà des clients, mais je veux vraiment aller identifier la cible et derrière constituer une base de données. Il y a plusieurs questions qu'il faut se poser. C'est un, déjà, la vente. La vente, c'est quoi? La vente, globalement, c'est la réponse à un besoin, la réponse à une problématique. Ok. À partir du moment où on répond à un problème, un réel enjeu, et ben derrière, on peut vendre. Ok. Donc, peut-être la question à se poser, c'est qui a le plus besoin de toi aujourd'hui? Parmi tes clients, Mhm. parmi tes prospects, à qui tu apportes le plus de valeur? À Mhm. qui tu résous le plus à leur problématique actuelle? Et en fait, ça, c'est des questions un peu globales, tu vois, mais qui permettent quand même de se rendre compte euh, finalement de la cible en l'occurrence. Ok, je fais n'importe quoi. Je suis un cabinet de recrutement. J'ai des clients sur l'industrie, sur les cabinets de conseil, etc. Ok. À qui j'apporte le plus de valeur? Ah, j'apporte le plus de valeur. Bah, aujourd'hui, j'ai plus de clients sur les cabinets de conseil. Ah, ok, intéressant. À qui tu réponds le plus à leurs problématiques? Bah, en fait, ouais, c'est vrai que les cabinets de conseil, ils recrutent énormément. Donc, du coup, ouais, je réponds vraiment plus à leurs problématiques à eux plutôt qu'aux industries. Et tu vois, l'idée, c'est vraiment d'aller creuser Mhm. euh, dans le détail sur la cible idéale, le type de client idéal pour l'activité. Et ensuite, on découle la partie Mhm. constitution de la base de données et on parlera aussi des signaux d'affaires, ce qu'on appelle les intents, qu'on peut y associer. Le travail, il est la même, Alors il est le même. ça, on y Ouais, pardon. reviendra. Non, excuse-moi, je te laisse continuer. Non, je disais, le travail, il est le même. On peut se poser exactement les mêmes questions sur le deuxième scénario dont je parlais tout à l'heure. J'ai pas de client aujourd'hui, mais je veux savoir qui est ma cible idéale, à qui j'apporte le plus de valeur, à qui je réponds le plus à leur problématique, qui a le plus besoin de moi. Ça, c'est les questions, c'est les trois questions à se poser vraiment pour identifier sa cible. Mhm. Mais après, on peut se dire aussi avec qui j'aimerais travailler. Ça, c'est une question un peu subjective. Mais tu vois, si par exemple, toi, tu as travaillé dans l'immobilier avant, en fait, tu connais déjà le discours, tu connais déjà la cible, tu connais déjà, comment dire, ton persona. Donc, du coup, ça peut être intéressant Mhm. de se rebaser sur tes expériences passées en tant qu'entrepreneur. Mhm. Tu as ça. Et après, la cinquième question, c'est qui peut s'offrir ta prestation aujourd'hui? Ça, il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Tu as un panier moyen de 5 000 euros, tu n'auras pas la Mhm. même cible que si tu as un panier moyen de 50 000 balles. Et donc, Mhm. voilà, ces 5 questions-là, ça permet déjà de dégrossir le travail et de se dire, OK, bah, en fait, je pense que c'est à peu près ça ma cible. Mhm. Alors, les avantages justement d'un bon ciblage, c'est que derrière, automatiquement, bah, tu vas prendre plus de rendez-vous, donc tu vas prendre plus de cash forcément, hein, on le connaît. Il y a aussi des désavantages justement d'un mauvais ciblage. Toi, tu dirais un petit peu les autres avantages d'un bon ciblage, et d'un autre côté, bah, un petit peu les facteurs aggravants si ton ciblage, si ton point de départ, en fait, est mal réalisé. Ah, je suis désolé, j'ai pas compris la question. La question, c'est du coup, bah, je vais la refaire, attends, que je ferai le cut. Alors, tu vois, du coup, automatiquement, Attends, je vais refaire le cut. Bon, automatiquement, tu vois, quand il y a un bon ciblage, bah, il y a des avantages. On va prendre plus de rendez-vous, donc on va faire plus de ventes. Là, pour le coup, je fais pas de dessin. Par contre, d'un autre côté, il y a aussi des désavantages si le ciblage de départ est mal réalisé. Hmm. Toi, aujourd'hui, si une entreprise, bah, en fait, son ciblage de départ est mal réalisé, tu verrais justement quel inconvénient et quel autre avantage à justement passer du temps sur le ciblage, à vraiment prendre le temps pour faire le bon match, je le rappelle, entre la bonne cible et ta proposition de valeur. Ouais. Ok, ultra intéressant. En fait, de ce que je comprends, ta question, c'est quels sont les impacts d'un mauvais ciblage en amont? Ouais. Quels sont les impacts sur la prospection? Bah en fait, clairement, on en reçoit tous, hein. Des messages, des messages, des mails ou des messages LinkedIn. Moi, je reçois des messages de type, on fait du ciblage, on fait de la base de données, on fait de la prospection. Mais en fait, c'est un concurrent à moi.
Sauf qu'il s'en est pas rendu compte parce qu'il n'a pas fait son ciblage en amont. Et c'est quoi les conséquences derrière? C'est que, le mec, il détruit la réputation de sa boîte. Parce que moi, je regarde le mail et je me dis, mais putain, mais le mec, il fait du ciblage, il est même pas en capacité de faire son propre ciblage. J'en parle aux autres. Et derrière, comment dire, ça détruit un peu la réputation de la boîte. Et puis 3, en fait, quand tu as un message qui n'est pas du tout personnalisé, bah, finalement, tu n'as pas de résultat dans la prospection, ou en tout cas, tu as un résultat qui est très faible. Et donc, la quantité d'efforts que tu vas mettre à prospecter, à envoyer des emails, à appeler, cette quantité-là d'efforts qui est importante et qui, à un certain moment, tu peux te décourager si tu n'as pas de résultat. Cette quantité d'efforts-là, elle va pas être efficiente, elle va pas être efficace parce que tu auras oublié un truc qui aura été ultra important, c'est la première étape de la prospection, c'est de se poser les bonnes questions et de se dire quelle est ma cible. Donc, les impacts, en vrai, c'est réputation de l'entreprise, c'est pas des bons résultats dans la prospection, c'est à peu près ça. Je sais pas si t'en vois d'autres d'ailleurs. Bah, forcément que c'est perte de temps, c'est perte d'argent aussi, parce que le temps que tu vas vouloir gagner, tu vas dire bon bah ce matin je vais pas passer ma matinée à faire un ciblage, je vais passer tout de suite au call. Mais en fait les 3 heures que tu auras gagné du matin, bah le problème c'est qu'en fait tu vas faire des sessions de call. Au lieu de prendre 5 à 6 rendez-vous par session, tu vas en prendre qu'un. Et donc toi quand tu parlais d'efficience tout à l'heure, je te rejoins totalement, parce qu'au final tu vas faire des sessions de call qui vont te rapporter un rendez-vous. Peut-être que tu vas pas le transformer ce rendez-vous, donc tu vas faire plus de sessions de call, ça va te passer plus de temps, donc automatiquement, qui dit perd de temps dit également perd d'argent. Donc sur ça, je te rejoins totalement. Et d'un autre côté, une fois que justement que ton ciblage il est réalisé, quelle est pour toi l'étape qui vient tout de suite après justement? Alors attends, juste avant ça, je voulais juste rajouter un truc ultra important, c'est Ouais. en prospection, moi j'ai analysé à travers mes clients, tu as ceux qui ont cette logique de ciblage chirurgical, de se poser les bonnes questions et d'aller axer vraiment sur cette stratégie-là. Et tu en as d'autres, pour le coup, qui visent plutôt la quantité. De se dire, bah, en fait, moi, mon service, mon produit, il peut s'adapter à toutes les entreprises de France. Et pourquoi je vais aller sur un ciblage ultra précis de 200, 300 contacts, alors que je pourrais globalement avoir un entonnoir, enfin, je veux dire, un spectre beaucoup plus large pour envoyer mes campagnes de prospection. J'ai une image ultra intéressante. C'est en gros, le ciblage chirurgical, c'est quoi? Quand tu fais de la prospection, c'est exactement comme quand tu fais un discours dans une gare. Tu fais un discours dans une gare, tu veux réunir des médecins. Ok? Donc, tu es dans ta gare, il y a énormément de gens qui passent. Toi, tu fais ton discours. Tu te dis, dans l'eau, il y aura forcément un ou deux médecins, en fait. Il y en aura forcément. Donc, tu cries parce que personne t'entend sur ton discours et finalement, tu réussis à obtenir un médecin et tu parles avec lui. Ok. Le ciblage chirurgical, c'est quoi? C'est le fait de réunir tous les médecins dans une pièce et de leur faire ton propre discours. C'est le fait de, comment dire, de réunir tous ces efforts-là et de faire en sorte que les efforts ont un vrai ROI, un vrai retour sur investissement. Je sais pas si c'est clair. Là où je te rejoins, ouais, là où je te rejoins, où il y a une phrase que j'ai bien aimée, c'est quand t'as dit, moi là quand t'as pris le cas d'une entreprise qui va dire, moi j'ai la chance d'avoir une offre qui s'adapte à tout le monde, où je peux vendre un petit peu à tout le monde. Moi sur les erreurs que je rencontre très souvent en coaching, tu vois, c'est, en fait, automatiquement on va partir d'abord de la proposition de valeur. On va dire bon, moi aujourd'hui j'ai telle proposition de valeur, j'ai telle offre, et ensuite derrière on vient en découler sur les cibles, c'est-à-dire on va se pencher sur une cible. Oui, bon bah ça pourrait lui convenir. Oui, bon bah ça pourrait lui convenir aussi, et ainsi de suite. Et au final, une offre, on va voir qu'il y a 45 cibles différentes. Sauf que le problème, c'est qu'à vouloir vendre à tout le monde, au final, tu vends à personne. On l'avait dit en off justement. On se rejoint sur ça. En fait, la prospection et la vente en général, c'est aussi un moment où le prospect va se projeter avec toi en disant putain, désolé pour le mot, mais putain, Anas, il a tellement bien ciblé, il a tellement bien compris mon quotidien, ma problématique et surtout comment justement améliorer soit mon entreprise, soit juste mon quotidien tout simplement, que oui, je lui fais confiance parce que il a bien fait ses devoirs. Vraiment, quand tu parles de chirurgical, c'est un docteur, c'est un médecin. Exactement. Sauf que le problème, c'est que si tu arrives avec un discours qui est beaucoup trop générique en disant bon bah nous on accompagne des entreprises en France, voilà. Automatiquement, tu peux pas te projeter parce que tu te dis, le mec, il a fait un fichier Excel, il a fait un scrapping, il a importé 15 000 boîtes parce qu'il y a 15 000 boîtes en France, et en fait, il est juste en train de dérouler un fichier Excel, et ça peut pas marcher comme ça de la prospection. C'est exactement ça. Il y a deux choses. Un, c'est l'image du médecin. Toi, aujourd'hui, tu as ultra mal à la tête.
est-ce que tu préfères que je te mette avec un médecin qui est à temps partiel et qui est aussi bouché, ou avec comment dire, un médecin qui est expert des maux de tête et qui va exactement trouver comment dire, le bon remède? C'est exactement pareil. Et puis le deuxième truc, Ouais, c'est c'est exact. euh, en fait les use cases, les études de cas clients, ça parle énormément. Ça veut dire que typiquement, tu as une entreprise, n'importe quoi, tu as une entreprise dans l'industrie, ok, et tu accompagnes les bouchers. Voilà, tu accompagnes les bouchers. Et ben en fait, dans ta prospection, tu vas dire, bah voilà, regarde, tel type de boucher, on l'a accompagné, on a comment dire, eu tel type de résultat. En fait, le boucher, il va se dire quoi? Il va se dire, putain, le gars, il me connaît, j'ai l'impression qu'il me connaît déjà parce qu'il connaît mes confrères, il connaît mes problématiques, et il est en capacité de répondre à ces problématiques avec des réelles solutions. Donc, tu vois, le fait d'avoir des use cases, des études de cas clients et d'en reparler derrière, et comment dire, de l'utiliser pour travailler ta cible, bah ça c'est ultra intéressant. Alors là, du coup, je vais te poser une question. Est-ce que, moi je te donnerai justement mon avis après, est-ce que du coup, forcément, toi c'est quelque chose que tu as fait, notamment sur les cabinets de conseil, tu recommanderais justement sur une offre de se nicher, de se spécialiser à 300% sur une seule typologie de cible et de faire un petit peu all-in dessus, de l'accompagner sur une période et de vraiment le terme, hein, de toute façon c'est ça, de se nicher exclusivement dessus ou d'ouvrir un petit peu le champ des possibles sur d'autres typologies de cibles? Hmm. Ça va dépendre. Ça va dépendre. Mais j'aurais plus tendance à ouais, aller vraiment sur une cible en l'occurrence. Par Mhm. exemple, regarde, on accompagne une boîte et elle a accompagné comment dire, des entreprises dans l'industrie manufacturière. Et en fait, Mhm. ce type de client-là lui apporte le plus d'argent. Ce type de client-là, comment dire, elle répond énormément à leurs problématiques. Voilà, donc c'est vraiment, et donc ce type de client-là, elle l'a accompagné à plusieurs reprises avec plusieurs entreprises. Donc elle connaît, elle a le discours parfait pour eux. Donc il y a, comment dire, du Mhm. business à aller se faire en, en ayant juste cette cible-là et en travaillant juste cette cible-là pour justement derrière les prospecter et avoir un discours ultra personnalisé. Donc ça, pour le coup, une seule cible, un seul canal, un seul message. Vraiment. Mais par Mhm. contre, à certains moments, ouais, c'est vrai, quand on sait pas trop, quand on a plusieurs use cases, plusieurs études de cas, et c'est différents secteurs d'activité, là, pour le coup, moi, je fais sous forme de tiers. On peut faire 3 tiers, 3 cibles différentes. Mhm. Moi, ce que j'aime bien justement avec le fait de se nicher, c'est parce qu'en fait, automatiquement, tu vas pouvoir mettre en place un cercle vertueux. C'est-à-dire que tu vas te nicher sur cette cible et en fait, automatiquement, toi, tu vas t'appuyer sur les use cases que tu avais. On a permis ça, mais d'un autre côté, on aurait pu permettre un peu plus en faisant telle amélioration. Et du coup, en fait, automatiquement, plus tu vas avoir des use cases en fait dans cette niche, dans cette cible, plus toi, tu vas améliorer ton offre, tu vas améliorer la manière dont tu l'accompagnes et en fait, tu vas devenir de plus en plus efficient avec cette cible et en fait, après, tu vas devenir la référence en fait dans ton domaine et dans cette cible. Mmh. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et ça, c'est l'une des trucs à faire, c'est d'être le référent dans son domaine, dans sa cible. Parce que, en fait, tu es vraiment Mhm. top of mind et tout le monde te connaît. Et à un moment donné, bon, c'est pas ce que je te souhaite, mais à un moment donné, tu n'aurais plus besoin de faire de la prospection parce qu'on viendra, enfin, c'est les gens qui viendront vers toi. Mais C'est ça, un ça peu ça. Toi, nécessite. toi d'ailleurs, Non, pardon. pardon, je te pose la question du coup. Est-ce que toi, c'est une stratégie que tu as voulu mettre en place sur notamment, toi, tu as une communication, ouais, tu communiques pardon, beaucoup sur LinkedIn. J'ai vu également que tu avais lancé ton Telegram. Est-ce que toi, d'ailleurs, là, c'est un souhait que tu as fait de vouloir justement être le top of mind sur telle verticale? Est-ce que c'est la prospection? Est-ce que c'est les cabinets de conseil? Je suis curieux d'avoir ton retour sur ça. Ouais. C'est quand on a créé Litpanda, c'était le ciblage et la base de données. Être top of mind sur ce D'accord? volet-là, vraiment. Là maintenant, ça va plus être ciblage base de données toujours, mais également prospection. Et prospection, pas n'importe quelle prospection. On fait pas d'email, on fait pas de LinkedIn. Nous vraiment, comment dire, c'est de la prise de rendez-vous ultra qualifiée avec du cold calling. Voilà. Donc avoir cet axe de, on fait pas de la prospection McDonald's. Dans le sens où, en fait, tu vois, il y a Mhm. énormément de gens qui font de la prospection, donc comme on l'a dit tout à l'heure, en quantité, et qui ont quelques rendez-vous. Mais Mhm. en fait, c'est des rendez-vous qui sont pas du tout qualifiés parce que c'est pas la bonne cible, parce que le mec il est juste curieux, parce que voilà. Et le cold calling, quand tu fais du cold call, t'as
tu peux capter le réel besoin, le réel intérêt du client, du prospect, pardon, au téléphone. Donc ça, c'est l'un des meilleurs moyens pour moi, hein, mais je pense que tu vas pas me contredire, pour avoir de la prospection efficace. Alors du coup, je te pose une question, tu as dit un truc qui était intéressant, tu fais pas de mail et tu fais pas de message LinkedIn. Moi, tu vois, à contrario, je suis un gros fan du multicanal. Donc pour rappel, le multicanal, c'est le fait justement d'utiliser plusieurs canaux de prospection, donc mail, message LinkedIn, call, WhatsApp. Maintenant, on voit que le WhatsApp, ça débarque aussi. En fait, pour justement multiplier mes chances de prendre le rendez-vous. Anas, lui, pour le coup, il prend le contre-pied, donc il fait uniquement de l'appel. Pourquoi justement, je suis curieux, pourquoi toi, t'as fait cette volonté? Facilité, vraiment. On a essayé, hein, on a essayé D'accord. de faire du multicanal. C'est trop compliqué. Tu t'envoies plein de scénarios, tu imagines des trucs, etc. Et après, tu le rappelles. Le mec, il a même Mhm. pas vu tes mails, il a même pas vu ton LinkedIn. Ou alors, il se rappelle plus. En tout cas, nous, c'est ce qui nous est arrivé sur les campagnes. Donc, est-ce que je vais. C'est toujours vraiment une question de retour sur investissement et de quels sont les efforts que je vais faire qui vont me rapporter Mhm. le plus de résultats. C'est vraiment ça notre, comment dire, notre réflexion. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on n'a pas observé de réelle différence entre prospection multicanal et ensuite derrière on les warm call pour leur Mhm. proposer un rendez-vous et ce scénario est le scénario du call direct. Par contre, ce qui est Mhm. intéressant, c'est que à certains moments pour le call, je vais pas avoir soit les bonnes coordonnées, soit la personne va être très compliquée à atteindre au téléphone. Mhm. Et, et, et comme on aura travaillé énormément la cible, bah en fait, il faut absolument qu'on l'ait, cette personne, il faut absolument qu'on l'ait au téléphone ou autre. Et si on n'arrive pas à l'avoir au téléphone, là, pour le coup, je lui envoie un email. Je lui envoie un email du type, voilà, bonjour, j'ai Mhm. tenté de vous joindre, mais un email ultra personnalisé, pas un email que j'aurais automatisé, quoi. Euh, et après, Mhm. on peut avoir quelques rendez-vous aussi par, moi, ce que j'appelle du micro-email. C'est vraiment juste après l'avoir appelé, quoi. Mhm. Ouais, souvent je vois ce que tu veux dire. Après l'avoir appelé, bah moi une petite astuce que j'aimais bien partager Mmh. quand je faisais des appels sur des standards, sur des 0,5 ou des 0,3 et que j'avais pas réussi à avoir le 0,6, le line direct. En fait, à certains moments, la personne était en congé. Et en fait, automatiquement, bah, la secrétaire te dit, bon, bah, Monsieur Chakri est en congé, il revient le 15. En fait, moi, du coup, je notais deux choses. La première, c'est de lui shooter un mail. Du coup, toi, ton micro-mail, je lui shootais un mail parce qu'automatiquement, je sais qu'il tombait dans sa boîte mail et peut-être que j'allais recevoir justement les mails de rebond. Je sais pas si ça te Mmh. parle un petit peu les Ouais, mails de ça me rebond. parle. Ouais, c'est Mode, clair. vous êtes, voilà, je suis en congé, je reviens le X. Et en fait, du coup, je me note d'envoyer ça. Et je me note aussi que dès son retour, je lui repasse un petit coup de fil en disant que bah, j'ai pu échanger avec Fabienne, la secrétaire. C'est elle qui m'a dit qu'il revenait aujourd'hui le 14 et du coup c'est pour ça que je lui passe un petit coup de fil. Automatiquement, tu vois, tu commences son appel dans ton accroche, bah, tu mets une note de confiance parce que tu as échangé avec une de ses collaboratrices. Mmh. C'est elle qui t'a dit que Monsieur Chakri revenait à telle date. Et là en fait, t'arrives en fait avec un peu plus de crédibilité quoi. Mmh. Ah, t'es un petit filou. Mais ouais, ouais, c'est ça, hein, essayer de choper tous les moyens pour réussir à avoir la personne et savoir si elle a un réel besoin. En fait, la différence entre la prospection ciblage chirurgical et la prospection un peu volume, c'est la prospection chirurgicale, tu as tellement travaillé ta cible avant, tu as tellement, tu t'es tellement posé les bonnes questions et tu es sur une quantité de personnes qui est pas énorme. Bah, en fait, il faut absolument tous les avoir. Tous, tu vois, par n'importe quel moyen. Mhm. Mhm. Et la différence avec ça Ok. et la prospection que moi j'appelle la prospection McDonald's, c'est en fait, tu as Mhm. une liste de 10 000 contacts et puis tu shootes et puis tu balances une bouteille à la mer et puis voilà, t'attends qu'elle te retourne. Mhm. Voilà. Bah, même, t'avais fait un petit post, on en parlait en off, t'avais fait un petit post à un moment bien clivant qui disait que toi, justement, cette manière de faire de la prospection, tu t'y retrouvais pas. C'était partagé en plus par un coach, en plus par quelqu'un qui le partageait. Toi, tu dirais que les désavantages, justement, de faire trop de quantité comme ça, de vouloir toucher un petit peu tout le monde, est-ce que t'en vois d'autres par hasard? Ouais. Euh, Ouais, c'est vrai que comment dire, j'ai vu une vidéo et là je me suis lancé là sur LinkedIn, mais voilà, parfois et ça m'arrive pas souvent, hein, ça m'arrive pas souvent d'être clivant comme ça, mais mais ouais, la prospection de volume pour moi, en fait,
Nous, on fait de la prospection, ok? Et à chaque fois qu'on arrive et qu'on appelle quelqu'un et que le mec il me dit mais oui mais vous m'avez déjà appelé etc. Bah non en fait c'était pas moi qui vous avais appelé, c'était pas moi qui vous avais appelé et le mec il a un sentiment de quelqu'un qui l'a prospecté mais qui l'a prospecté vraiment de la pire des façons possibles, de la pire des façons possibles, tu vois? Mhm. Et quand moi je la prospecte avec une réelle proposition de valeur comment dire et le fait de répondre vraiment à ces enjeux, bah là ça fonctionne. Tu vois, ça fonctionne parce qu'il se rend compte que je suis différent de mon concurrent entre guillemets. Je sais pas si c'est clair, mais en Mhm. gros, plus tu as travaillé ta cible, plus tu as comment dire un discours qui est ultra personnalisé et plus derrière tu te différencies Mhm. de tes concurrents. Voilà. Ok, et toi justement, là on a pu bien aborder le sujet du ciblage. Une fois que tu as pu bien définir ta cible, l'action qui va arriver ensuite, du coup c'est la création de la base de données, sujet aussi d'expertise avec Panda. Toi justement, c'est quoi un petit peu tes bonnes pratiques, tes mauvais conseils à surtout pas partager justement, à surtout pas réaliser surtout quand tu crées ta base de données. On pense à du Casper, on pense à du Faro, à tous ces outils. Est-ce que déjà tu as des outils préférés? Là je suis curieux d'avoir ton retour sur cette partie-là. Ouais. Alors sur les outils, il y a pléthore d'outils et on peut même parfois se perdre dans l'utilisation de tous les outils qui existent. Ok. Euh, Mhm. pour le coup, sur les outils, là, ça va être plutôt mon associé qui lui gère la partie technique. Ok. C'est lui qui constitue les bases Mhm. de données. Mais globalement, Mhm. sur du B2B, en fait, il faut cibler les bonnes entreprises. Donc, on a une stratégie ABM, Account Based Marketing. Account Based Marketing, c'est de se dire, qui sont les bonnes entreprises déjà? Qui sont les entreprises que je veux cibler, qui répondent le plus à qui je réponds le plus aux besoins, etc. Donc, déjà, se poser des questions sur les bonnes entreprises. Et donc, derrière, en découle l'outil que tu vas utiliser. Par exemple, pour l'Express, là, en ce moment, on bosse sur les fonds d'investissement. Donc, ça veut dire qu'on va aller leur cibler tous les fonds d'investissement Mhm. euh, comment dire, pour cette entreprise-là. Bah, en fait, on va aller se mettre sur un annuaire. Typiquement, tu tapes tous les fonds d'investissement de France sur Google et en fait, tu as toutes les entreprises. Ou alors, tu vas sur LinkedIn Sales Navigator et tu peux également trouver comment dire, des entreprises correspondantes à ça. Donc, trouver les bonnes entreprises. Derrière, ça découle sur le bon outil. Le bon outil, c'est souvent Mhm. un annuaire d'entreprise. Deux, ça peut être LinkedIn Sales Navigator, qui regroupe toutes les entreprises en fonction du secteur d'activité, en fonction de pas mal de choses, de l'effectif, etc. Mais après, tu peux avoir d'autres Mhm. outils comme Faro. Faro, outil français d'ailleurs, Phar, je crois qu'il y a deux R, O-W. Et lui, pour le coup, c'est un outil qui recense vraiment toutes les entreprises de France. Et pour le coup, c'est un très bel outil parce que derrière, il va également greffer avec ce qu'on appelle des intents. Donc en gros, c'est des intentions, des signaux d'affaires type recrutement, type là, ils ont sorti de nouvelles features ils peuvent te dire la capacité d'une BU en l'occurrence. Donc en gros, je veux que des entreprises qui ont deux responsables marketing, Mhm. deux chefs de projet marketing. Voilà, ça c'est intéressant. Société Info également est un très bon outil pour les entreprises. Donc voilà, tu as beaucoup d'outils qui permettent, d'avoir les bonnes entreprises. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les greffer sur les bons interlocuteurs. Et les bons interlocuteurs, pour nous, Mhm. la source de données la plus accurate, c'est LinkedIn. Ça reste LinkedIn. Tout le monde change Mhm. d'entreprise et quand on change d'entreprise, on met à jour son profil LinkedIn. Donc voilà, comment dire, la base de données qui est la plus accurate pour nous. Et on va les mixer avec les bonnes entreprises et les bons interlocuteurs. Et les bons interlocuteurs, on va utiliser LinkedIn Sales Navigator. Et ensuite, derrière, pour l'enrichissement, il y a beaucoup d'outils également. Si tu veux enrichir sur les mails, tu as un outil comme Drop Contact qui est très bien. Tu as Hunter, tu as Better Contact également. Better Contact qui est un outil en Mhm. cascade avec plusieurs outils et qui t'enrichit ton fichier sur les mails. Bref, tu en as beaucoup sur les emails. Et ensuite, Drop Contact fait également du numéro de standard. Mais bon, à certains moments, ça peut être, comment dire, comment dire. La véracité de l'information est pas forcément bien. Tu l'as testé sur Drop Drop Contact ou contact, ouais, un petit peu, et pour le coup, je suis pas trop.
Ouais, je suis pas trop fan. Moi, pour le coup, Drop Contact, je le prends sur la partie mailing. En fait, ce qui est pertinent aussi, c'est que moi, Ouais. je suis un gros fan d'HubSpot. Et en fait, il y a une extension Drop Contact où en fait, justement, il vient tourner en back sur ton HubSpot. Où en fait, il vient Mm. qualifier les fiches de prospect que tu as importées. Dire, bon, bah, il y a Anas Chakri qui est importé, même si je l'ai importé il y a 3 mois. Lui, en fait, il tourne tout le temps. Il fait tout le temps un refresh pour voir si effectivement le mail qui est rattaché à Anas Chakri, c'est toujours le bon. Ça, je trouve que c'est une feature, ce qui est démoniaque. Mais après, moi, je vais me tourner vers d'autres outils. Je pense que tu vas les mentionner, mais plus sur la partie téléphone, du coup. Ouais. Ouais. Et donc là, on est sur la partie email et ensuite sur la partie téléphone. Euh, Si tu veux avoir les téléphones ligne directe, donc les 0607, pour le coup, déjà, il faut savoir que Mhm. la plupart des outils qu'on utilise tous en tant que prospecteurs, entre guillemets, c'est des outils qui sont RGPD. Ok. Mais à certains moments, tu peux tomber sur les numéros de téléphone perso. Déjà, nous, on a un devoir de transparence envers nos clients parce qu'on leur vend des bases de données. On leur dit, bah, en fait, voilà, si tu utilises un outil, bah, ça va être des numéros perso également. Ok, donc faut savoir répondre à cette Mhm. objection-là. C'est pour ça qu'Augustin existe pour la partie objection. Et ensuite, bon, je te mets des passes D, tu vois, des fois. Ouais, je prends. Moi, je. Et donc sur les outils, Casper, Casper, très bel outil français, on a testé un peu Mhm. différents outils, mais Casper est l'un des outils qui a le plus de data sur les numéros de téléphone. Ok. Lusha également, outil israélien, je crois, Mhm. pour le coup, qui a également comment dire, des données sur les numéros de téléphone. Tu as Datagma aussi, à ne pas négliger, qui peut être intéressant. Voilà, tu as 3 différents outils qui permettent d'avoir des 06. Là, on avait testé un outil qui s'appelle Full Enrich, qui permettait d'enrichir en cascade ces Mhm. 3 outils-là. Non, je crois que sauf Lusha, il n'y avait pas Lusha, mais Full Enrich était aussi pas mal. Voilà. Toi, je sais pas quels sont ta stack d'outils. Bah, moi, ma stack d'outils, c'est un petit peu ce que tu as dit aussi. Casper Lusha, je suis un gros fan. Surtout que Casper, pour le coup, j'ai assez peu de rejets sur ce qu'il me donne. J'avais aussi testé Phantom Buster, j'avais aussi testé Eva Boot, qui était aussi pas dégueu. Moi, ce que je remarque surtout, c'est que, en fait, en France, là, il y a énormément de logiciels SaaS qui sont en train de débarquer sur la prospection. Je pense à du Human Linker, je pense à du Starleads, je pense notamment, là, tu l'as dit, avec du Faro, qui est aussi français. Et en fait, je suis en train de me dire que bah, on a quand même des beaux jours devant nous avec tout ce qui est en train d'arriver, surtout sur la partie prospection, surtout sur la partie commerciale. Je fais une petite parenthèse, hormis du coup la création de bases de données et la partie ciblage, est-ce que tu as des outils un petit peu dans ta prospection qui te font kiffer? Moi typiquement, je viens de le mentionner, Human Linker, j'adore. Starleads, je trouve ça puissant. Toi, tu as un petit peu tes petits chouchous aussi sur les outils? Moi, j'utilise Pipedrive pour le CRM, mais pour le coup, HubSpot D'accord. est très bien aussi. J'ai un outil qui s'appelle Surf, ex-Leadjet. Et Surf, en gros, ça te permet de faire l'interface Ah, entre ok. LinkedIn et ton CRM. Donc, en gros, tu es sur le profil d'Augustin, Mhm. Augustin Tonnel. Tu as envie de l'appeler parce que, je sais pas, tu as envie de lui dire un truc et de prendre rendez-vous avec lui. En fait, sur LinkedIn, tu appuies sur un petit bouton sur son profil qui est un bouton surf qui permet de faire la transition avec ton Mhm. CRM et de dire à ton CRM, ah bah en fait, D'accord. il faut créer une tâche pour le rappeler à tel moment, etc. Ou alors, il intervient dans ta campagne de ton CRM. Donc ouais, Surf, c'est un super outil. Human Linker, j'ai pas encore testé. Et tu m'en parles souvent et tout, mais D'accord. ouais, j'ai pas encore testé. Ouais, bah, en fait, je t'en parle souvent parce que même tout à l'heure, tu as parlé d'intent et de buying signal, donc de signaux d'achat. En fait, eux, ils ont d'un côté l'extension qui vient justement analyser le profil LinkedIn. Donc ça, je trouve ça pertinent. Quand je dis analyser, c'est les actualités du profil, les actualités de la boîte, etc. En fait, d'un autre côté, ce qui est pertinent, c'est qu'ils ont un gros dashboard où en fait, tu vas pouvoir renseigner les entreprises qui t'intéressent et lui, il va te mettre justement les actualités de la boîte, les chiffres d'affaires. On peut voir que justement, Lead Panda, ils sont en recrutement depuis 3 mois. S'ils sont en recrutement depuis 3 mois et que toi, tu vends une solution justement qui te propose des profils, bon, bah, justement, tu gagnes en crédibilité. Hmm. En fait, tout ça pour dire que l'idée, c'est de trouver aussi des outils qui vont, toi, te permettre d'apporter ton discours qui est beaucoup plus crédible. Parce que, en fait, tu montres que tu as fait tes devoirs. Moi, j'ai une solution. Je sais que tu as un besoin aujourd'hui. Et en plus, justement, je sais que tu as un besoin parce que, bah, soit c'est affiché publiquement, soit j'ai l'info, en fait. Donc, automatiquement, tu gagnes en crédibilité Hmm. et tu fais le lien, justement. Après, sur vraiment la partie outils, il y en a énormément et c'est vrai qu'on peut se perdre à certains moments. Euh, l'idée Je suis principale, d'accord. l'idée principale, c'est vraiment d'avoir comment dire, de travailler sa cible, mais c'est également de passer à l'action.
et décrocher son téléphone pour prendre du rendez-vous. Ça, c'est vraiment l'idée principale. Parce qu'on peut se perdre. Moi, j'avais des clients qui me disaient, ah ouais, mais tiens, est-ce que je peux avoir également des éléments de contexte sur l'entreprise, des éléments de contexte sur la personne? Et en fait, avant d'appeler, bah, elle se perdait dans la masse d'informations qu'elle avait sur son fichier Excel ou sur son CRM, tu vois. Et je sais pas, d'ailleurs, ça pourrait être intéressant d'avoir ton avis là-dessus, mais moi, je trouve que c'est contre-productif le fait de, de passer énormément de temps avant d'appeler pour avoir vraiment le bon icebreaker, tac, 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 tu vois. Donc, ouais. En fait, moi, sur cette partie-là, un conseil que j'adore partager et que c'est limite le conseil le plus efficace, c'est qu'aujourd'hui, quand tu fais de la prospection, moi, je travaille par batch, pardon. C'est-à-dire que ma définition de cible, c'est un spot, en fait, c'est un créneau. Une fois que cette cible, elle est définie, je viens justement créer ma base de données, l'enrichir également ensuite sur un autre créneau. Et une fois que ça s'est fait, je vais pas la contacter tout de suite. Je vais mettre une étape intermédiaire pour que, ok, ma cible est définie, ma liste est créée, elle est enrichie. À ce moment-là, je mets une étape intermédiaire qui va durer, allez, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure en fonction justement de la liste. S'ils sont 50, 60, 100, on verra bien. Forcément, plus il y a de prospects, plus c'est long. Et ensuite, derrière, à ce moment-là, je mets mon cerveau, je mobilise mes facultés cognitives en mode inspecteur gadget. Je vais utiliser des Google News, des Human Linkers, tous ces signaux justement pour aller choper de l'info, mais il faut pas que ça prenne plus d'une heure, plus d'une heure trente, plus de 2 heures. Parce que sinon, tu passes trop de temps, en fait, sur cette partie-là. Mais grave. Et une fois que ça c'est fait, tu peux reprendre justement ta liste sur un sweet spot. Donc, un sweet spot, c'est un créneau qui est propice à la prospection. 11h30, 12h30, etc. En fonction de la cible, ça va changer aussi. Et là, à ce moment-là, ma liste est créée, ma liste est enrichie et j'ai peut-être de l'info. L'idée, c'est, je fais une parenthèse, c'est pas forcément de prendre de l'info pour prendre de l'info. Si je vois pas d'info et que je veux dire, bon, bah, j'ai vu qu'Anas, il avait un chien qui s'appelait Nestor. Ça tombe bien, j'ai un chien. Ça, pour le coup, c'est pas une bonne info. Ça, pour le coup, c'est une info de merde. Mais l'idée, c'est de prendre ta liste avec des infos si t'en as. Si t'en as pas, c'est pas grave. Et là, à ce moment-là, tu peux la dérouler. Tu mets ton cerveau uniquement en mode call-call. C'est le meilleur conseil que je puisse donner. Ultra intéressant. Et tu vois, pareil, on avait une cliente qui, quand elle appelait, elle essayait de trouver vraiment le bon icebreaker en fonction de la personne. Ah tiens, j'ai vu que vous adoriez le développement personnel, vous avez lu tel type de bouquin. Moi aussi, j'ai lu tel type de bouquin, etc. Et donc voilà, tu as l'icebreaker, mais derrière, tu vois une solution, mais ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir. Rien à voir. Ouais. Donc, tu vois, est-ce que c'est pertinent d'utiliser ces techniques-là? Je suis pas sûr. Alors que finalement, quand tu as fait ton travail en amont de ciblage et que tu sais quels sont les réels irritants, les réels besoins auxquels tu réponds, mais c'est ça qui est le plus important. Tu vois, c'est ça qui est le plus important. Donc derrière, tu peux te permettre, c'est un peu fort ce que je veux dire, mais d'industrialiser entre guillemets ton call calling parce que tu auras déjà travaillé, tu auras déjà fait cette étape en amont que la plupart des gens ne font pas d'ailleurs. En fait, c'est ça, c'est que tout le monde va être à la recherche des outils pour personnaliser leur discours, pour que, bon, j'ai vu que tu avais fait tes vacances au Cap d'Agde il y a 3 ans, ça tombe bien, moi aussi j'étais au camping au Cap d'Agde il y a 3 ans. Fout. En fait, si ça a aucun rapport avec la proposition, voilà, si ça a aucun rapport avec la proposition de valeur et la cible, ça sert à rien. La vraie personnalisation, c'est prendre une cible, prendre ta proposition de valeur et faire le match parfait. Et c'est pour ça que c'était hyper pertinent que tu viennes sur le podcast parce que toi, tu passes beaucoup plus de temps que tout le monde en fait sur la partie ciblage et création de base de données, mais en fait derrière toi automatiquement tu vas avoir l'effet cumulé entre guillemets sur tes sessions de prospection derrière. Exactement. Ouais, c'est clair. Voilà. Pour conclure du coup, parce que là on va arriver au bout du temps, tu sais, j'ai un rituel. À chaque fin justement d'épisode, je pose 2 questions. La première, c'est quel est le pire conseil que tu as entendu sur la prospection? Donc peut-être que ça sera celui que tu as partagé dans le post. Et d'un autre côté, ça sera quel est le meilleur conseil que tu voudrais partager justement sur la prospection. Intéressant. Je m'étais pas préparé à cette question, mais Ça veut dire que t'as pas écouté les anciens épisodes parce que je la pose à chaque fin d'épisode. Pas jusqu'au bout, désolé. C'est pas cool. Je suis très vexé. Le pire conseil que je peux noter de la prospection, c'est de faire les choses à la va-vite. Tu vois, c'est d'y aller en mode, en fait, j'ai pas le temps, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Je vais pas y accorder énormément de temps là-dessus. Et je vais y aller, voilà, un peu à la va-vite pour avoir des rendez-vous et pour avoir des clients.
Ça, c'est l'un des pires conseils. Et j'en ai deux. Ça, c'est l'un des pires conseils que je pourrais que j'ai entendu sur la prospection. Ça n'a pas forcément de réelle valeur ajoutée. Ça prend du temps. C'est chronophage, etc. En fait, il faut vraiment se dire que la prospection, c'est un moyen qui te permet d'avoir des clients. Et toi, en tant que CEO, en tant que commercial, bah, ton boulot, c'est de faire vivre ton entreprise. Et donc, comment tu peux faire vivre ton entreprise? Bah, c'est en apportant des clients. Donc, c'est le travail qui a le plus de valeur ajoutée à ton entreprise. Donc, ok, ça prend du temps. Ok, parfois, ça peut être chronophage. Tu peux faire des sessions d'appel sur toute une journée et avoir 0 rendez-vous. Ça, faut être préparé à ça, c'est clair. Mais par contre, bah, essaye de répartir ton temps de la meilleure des façons. Et comme on te l'a dit, la répartition du temps, bah, elle se fait 80% sur l'amont, sur la stratégie, sur l'identification de la bonne cible. Et derrière, tous les résultats vont en découler. C'est comme si tu construis une maison, mais qu'en fait, tes fondations, bah, tu vas les construire sur le sable. Tu vois. Et derrière, bah, ta maison, elle aura beaucoup plus de chances de s'écrouler et tu auras beaucoup plus de chances d'arrêter ta prospection parce que tu seras déçu et parce que tu n'auras pas forcément de résultats. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième pire conseil que je peux donner, c'est de déléguer sa prospection le plus rapidement possible. J'ai souvent des entrepreneurs qui viennent et qui me disent ah bah tiens, je viens de créer ma boîte, j'ai envie de déléguer la prospection là direct. En fait, déléguer sa prospection, pour moi, c'est l'une des plus grosses erreurs sur le début de l'entreprise, sur la création de la boîte. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai créé ma boîte, quand j'ai créé Lead Panda, je faisais des calls et j'avais le retour terrain des objections, des réels besoins, des réels enjeux, des réels irritants. Et derrière, ça me permettait de construire l'offre. D'accord? Et donc, si aujourd'hui, toi, tu n'as pas ces retours terrain en tant qu'entrepreneur, bah, derrière, comment tu veux avoir une offre qui est ultra adaptée pour tes clients? Donc ça, c'est les deux pires conseils que je pourrais te donner. C'est un, considérer que la prospection, il faut le faire à la va-vite. Et deux, externaliser sa prospection sur la première année de sa boîte. Voilà, ouais. Je sais pas si t'as... Et le meilleur conseil, du coup, même si ça donne deux pires conseils, je veux quand même ton meilleur conseil à appliquer. Le meilleur conseil, en vrai, que je pourrais donner, c'est la discipline. C'est comme dans tout, hein, en vrai, dans la vie, tu vois. C'est au lieu de se dire, bah en fait, je vais consacrer une journée dans la semaine et je vais avoir mes 5 rendez-vous pour la semaine prochaine. Bah en fait, non, moi, j'aurais plus tendance à faire 10 à 20 call calls par jour sur une heure. Mais par contre, je m'y tiens tous les jours. Et comme ça, bah, je suis sûr, je vais bénéficier tu disais tout à l'heure, de l'effet cumulé. Je suis sûr que la semaine prochaine, bah, j'aurai mes rendez-vous, quoi. Mais vraiment être discipliné et se dire qu'en fait, ouais, tous les jours, soit tous les jours ou soit un jour sur deux, mais vraiment avoir cette pratique, cette habitude qui soit ancrée dans ton quotidien, quoi. Et je rajouterais même de prendre justement les insights après chaque session de ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné. Et comme ça, ce qui a moins fonctionné, la session d'après, on le retire. Et ce qui a bien fonctionné, on le garde. Et automatiquement, avec la discipline plus la remise en question, là, c'est le cocktail gagnant pour la prospection. Une dernière, voilà dis-moi. Un dernier meilleur conseil que je pourrais donner, et là j'aurais terminé, c'est de réécouter ses calls. Sans rire. J'ai énormément performé à partir du moment où j'ai eu Ringover. Donc c'est un outil qui permet d'ailleurs on l'a pas dit, c'est un outil qui permet d'enregistrer tes calls, etc. Donc tu as Ringover mais tu as aussi Aircall. Mais moi j'ai énormément performé quand j'ai réécouté mes calls et que je me suis dit ah tiens là j'aurais dû dire ça, tiens là j'ai pas eu le bon nom verbal, ah tiens là, etc. Et donc de se mettre dans une position où en fait tu réécoutes tes calls pour vraiment se dire comment j'aurais pu l'améliorer. Ça, c'est un top. Je pense que c'est un des meilleurs conseils que je pourrais donner. Ouais, je suis entièrement d'accord. Merci beaucoup, Anas, pour ton passage dans l'émission, pour toute la valeur que tu as apportée. Moi, ça m'a fait plaisir. J'ai passé un bon moment. J'espère que toi aussi. Ouais, c'était cool. Merci, Augustin. C'est top. Bon, trop cool. Nous, de notre côté, où est-ce qu'on peut, moi, je sais où je peux te retrouver, hein, mais où les auditeurs peuvent te retrouver là aujourd'hui? Alors toi, tu peux me retrouver sur tous les canaux possibles. Il n'y a pas de souci. Mais mais en vrai, je suis présent sur LinkedIn. Donc Anas Chakri de Lead Panda. Vous m'envoyez un message sur LinkedIn. Je suis assez réactif. Ok, pas de souci. Et j'ai vu aussi que tu avais créé ton Telegram, ce que je disais tout à l'heure. Ça, je trouve ça chouette aussi.
Ouais, j'ai créé un Telegram, où en fait c'est un réseau social, qui permet de, comment dire? De communiquer avec son audience. C'est un peu plus fermé, un peu Mmh. plus, comment dire? Ouais, un peu plus communautaire, on va dire, et je regroupe Intimiste? intimiste, ouais, et je regroupe un peu plus des sales, des CEO, et on s'échange vraiment des tips sur la prospection, sur le cold calling, sur, la cible, sur la partie ciblage. Voilà, donc si vous voulez rejoindre, avec grand plaisir, pour participer à ce Telegram, ouais. Trop cool. Bah, je mettrai tous les liens et puis dans tous les cas, merci encore Anas, ça m'a fait plaisir et puis, on se dit à très, très vite. On se croisera sur LinkedIn dans tous les cas. Ça roule. Merci Augustin. À bientôt. Salut, je t'en prie. À bientôt, salut.